Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà, week-end du 26, 27 et 28 septembre 2025, BDBest est de sortie pour le traditionnel, le classique, une petite idée, puis évidemment le BD Comic Strip Festival à Bruxelles, à Tour et Taxi. N'hésitez pas à venir, n'oubliez pas, c'est gratuit, plein d'animations, des conférences, des événements, des stands évidemment, des dédicaces. Tout pour faire plaisir aux fans du 9e art. A tout de suite. Première petite capsule de ce nouveau BD Comic Strip Festival 2025. Nous allons rencontrer un auteur jeunesse, mais qui ne fait pas que ça, que nous avions déjà rencontré dans l'univers d'Alix. Alix Origine, un dessinateur, une petite idée, LL. Laurent Libressard, bien le bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Le festival se passe bien? Oui, 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 très bien. Là, on a pu déjà dédicacer pour quelques lecteurs. Et voilà, ça prend doucement ses marques. On peut te poser quelques petites questions sur ce nouvel Alix Origine, Corsica. Oui. Alors, c'est ton troisième? C'est le troisième, oui. J'ai fait le lancement de la série avec le tome 1 et le tome 2. C'est ensuite Olivier Wenberg qui a pris le relais et moi je reviens pour le tome 5. Il se passe en Corse. Comment te sens-tu dans le dessin maintenant d'Alix Origine? Puisque bon, il est quand même plus libre que le dessin de Jacques Martin, il est différent que le dessin de Thierry Desmarais. Donc dans ton dessin, à toi, comment te sens-tu? Bien, il y a eu quelques ajustements pour celui-ci parce qu'à la différence des deux premiers, il a été fait entièrement sur tablette graphique. Donc de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, mais au final plus de souplesse. Donc non, ça va, ça se passe assez bien là-dessus. Alors par rapport au scénario et par rapport à l'ensemble, quel est ton rôle exact? Oula, là pour le coup, par rapport à d'autres BD que j'ai pu faire, ça reste assez classique. Je m'attaque d'abord surtout à la mise en page, donc j'ai un scénariste qui est dessinateur lui-même, donc qui dessine ses storyboards que je m'empresse immédiatement de faire exploser, de C'est la changer question que je souhaitais savoir et précisément. de modifier. Bizarrement, quand il ne me fournit pas de storyboard et que je pars de zéro et que j'ai rien à faire exploser, je suis pas très à l'aise et je mets beaucoup de temps à trouver la page. Quand je vois ce qu'il propose, ça me donne un point de repère et ça me montre ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc c'est très très utile même quand je ne suis pas son crayonné, son storyboard. Ça me donne en fait un jalon sur ce que lui veut dire, sur comment je peux imaginer le dire autrement. Donc on va dire que c'est l'étape la plus amusante en fait, où vraiment la mise en scène se crée, le placement des personnages, des décors ou des dynamiques vont s'installer. Marque un découpage très, au final, vraiment ancré sur 3 strips. Moi je vais avoir tendance à beaucoup plus me servir de longues cases pour sectionner la planche et ensuite à l'intérieur de ces strips réagencer les choses. On a vraiment deux façons différentes de fonctionner et cette partie-là, c'est vraiment là que le ton du récit se donne. Après, une fois que ça c'est fait, il y a toute la partie crayonnée dans laquelle on intègre la documentation, toutes les modifications. Alors c'est le gros avantage du numérique, c'est que je peux amener directement les documents. Là j'ai été en contact avec des archéologues qui m'ont donné des maquettes de bateaux, des maquettes de villes en 3D, où là dans le document je peux choisir mon angle, je peux composer. Si je devais faire ça sur papier, C'est une autre manière de concevoir ton métier, Bah, dessinateur, ta conception et ta vision de la BD. Oui, si je devais faire ça sur papier, ce serait possible, mais ça prendrait un temps énorme de façon très alambiquée. Là, comme la doc est numérique, l'intégrer dans un dessin numérique, c'est beaucoup plus naturel. Si j'avais une maquette en vrai, je me placerais par rapport à la maquette et je pourrais la dessiner sur papier, mais là on ne fonctionne pas comme ça, surtout quand il y a un énorme apport extérieur, j'invente pas les décors, je m'appuie sur des choses existantes, donc j'intègre l'apport d'autres personnes à l'intérieur. Donc voilà, le numérique est très pratique là-dessus, le tome 1 et 2 ont été faits en numérique pour la partie crayonnée.
et ancré sur papier. Là sur celui-ci, l'ancrage a été fait en numérique aussi, avec un nouveau logiciel, enfin nouveau pour moi, qui s'appelle Clip Studio Paint. La publicité. Facile d'emploi? Quand on est très habitué à d'autres logiciels, ça demande un temps d'adaptation, mais très franchement, c'est un truc qui est fait pour la BD, qui a un outil pour faire des queues de bulles, qui a un outil pour faire des bords de cases, qu'on doit faire de façon plus complexe avec d'autres. Donc non, c'est assez facile, un système d'ancrage qui a l'air un peu bizarre au début, mais qui est aussi compliqué que de trouver sa propre plume. Trouver la plume qui vous convient pour l'ancrage au pinceau, c'est long. Et là, c'est pareil en fait. Et affiner l'outil, ça demandait un peu de travail. Mais une fois qu'on a trouvé ces réglages... Tu es en train de redécouvrir ton métier. À chaque fois qu'on change d'outil ou de médium, on redécouvre. On pense savoir. Et puis là, si sur la suite je veux faire ça au pinceau, il va falloir que je revienne à mes réflexes d'ancrage au pinceau. Enfin voilà, il y a plein de choses à chaque fois qui changent. Et puis surtout aussi, ça va modifier la façon dont je travaille avec la coloriste. Là, par exemple, on a beaucoup d'éléments atmosphériques, de la pluie, du feu. Là, cet ancrage numérique me permet de dessiner la pluie de façon très précise, mais sur un calque à part. Donc la coloriste n'a pas à réisoler tout ce que j'ai dessiné pour le remettre en couleur, elle a directement la pluie, les flammes, la fumée séparées et elle peut le gérer. Donc moi, ça ne change pas beaucoup de choses. Ça ne prend pas plus de temps de le faire, ça lui en sauve beaucoup à elle, et puis ça simplifie un peu, ça fluidifie. Tu interviens beaucoup dans le système de couleurs, dans ces ambiances, ces chaleurs et tout, parce que c'est vrai que c'est un album qui est très chaud. C'est facile. Moi, quand j'interviens, ça va être sur des questions, pas forcément d'ambiance, mais de lisibilité ou de contraste, où il y a des choses que j'ai dessinées pour qu'elles soient sur des plans séparés, ou pour qu'elles soient mises de côté, ou pour que l'accent soit mis à tel ou tel endroit, ou alors dans la continuité du scénario. Sur à tel endroit, il devrait y avoir du feu, ou l'arrière-plan, j'ai rien dessiné, mais il faut faire un arrière-plan couleur feu. Ça va être des modifications de ce type. Après, l'album se passe en Corse. Oui. Je ne suis jamais allé en Corse. Alors, c'était la question que j'allais te poser. La coloriste est corse. Voilà. Ça facilite beaucoup de choses, j'imagine. Donc, sur toute cette partie-là, sur l'incendie, je pense que les seules modifications que je vais demander sur les incendies, ça a été presque plus des intensités de flammes sur certaines cases. Mais voilà, sur les fumées, sur le contraste entre le grand ciel bleu et la fumée, le côté un peu contrasté entre dramatique et apaisement, là je l'ai laissé faire ce qu'elle connaissait et elle connaît mieux le pays que moi. Donc. Alors justement, par rapport au décor, la nature a une place primordiale dans l'album. La nature a une place primordiale. Je ne suis pas allé aussi loin que ce que j'aurais voulu, notamment sur l'aspect botanique. J'ai essayé de faire un portrait vague du paysage botanique corse. On est sur quelque chose, je voulais surtout pas redessiner la même chose que sur ce qui se passe en Bourgogne. Parce que, voilà, ça n'aurait pas été. J'ai pas poussé aussi loin que d'avoir un portrait exact un aperçu exact de la bonne botanique précise. Mais bon, c'est pas forcément non plus le sujet. Je me suis un peu plongé là-dedans pour m'aider à donner une ambiance différente. En te disant que de toute manière, les couleurs, c'est ta coloriste qui s'en occupe. Oui, voilà. Alors bon, il y a des nouveaux personnages qui interviennent. Oui. Des nouveaux. Bon, il y a toujours Astérix, le père. Alors nouveau pour l'album. Nouveau pour l'album, tu as les personnages corses, on a tu as le gouverneur là, qui n'est quand même. Le gouverneur. Catalina, c'est quand même un personnage clé. Et donc, tu t'es inspiré de personnages réels pour le coup, les croquer. Il y a des personnages nouveaux pour moi, le gouverneur et Marius, mais qui ont été designés par Olivier Venberg, le possédant. Donc là, il s'agissait de reprendre ces personnages. Ah oui. Alors Marius apparaît dans une page des albums d'Olivier à la fin du tome 3, je crois. Donc voilà, à partir de ce qu'il avait fourni pour ces pages, j'ai réutilisé en essayant de rester fidèle. Et là, pareil, le gouverneur apparaît 3 pages chez moi, là où il apparaît beaucoup plus souvent chez Olivier.
Ensuite, sur les personnages typiques, on a des ajustements qui ont été faits. Disons que j'avais dessiné une bergère corse délicate, un peu fluette. Et puis, en relisant le scénario, c'est un personnage qui est pas, qui est en opposition, souvent qui tient sur ses positions, qui reprécise des choses ou qui ne veut pas, en fait, qui veut vraiment être prise pour ce qu'elle est. Au niveau de l'affirmation de soi, en fait, ça m'a beaucoup fait penser, en plus du fait d'être corse, à ma coloriste. Parce que voilà, elle a souvent à faire face à plein de situations différentes. La coloriste étant la personne qui passe en dernier sur l'album, avec plein de dessinateurs différents, et je l'ai toujours vu maintenir ses positions et faire face tout le temps. Donc je me suis dit que ça, en fait, je le sentais mieux à dessiner, de m'inspirer de Florence, que de recréer complètement un personnage. Donc voilà, j'ai fait un personnage librement inspiré de Florence Tantas. Elle s'est reconnue, elle a été flattée. Elle ne s'est pas reconnue. Donc elle va découvrir en t'entendant. C'est mon... elle le sait déjà, mais c'est mon interprétation de Florence. Voilà, et c'est surtout aussi sa façon d'être affirmée qui m'a inspiré sur comment camper ce personnage. En fait. Alors, la Corse est un beau pays, les gens ont un caractère, Astérix y était déjà passé, on l'a vu clairement. On découvre un caractère identique dans cet Alix Corsica. Le trait d'Alix, je trouve qu'on a un peu de maturité. Tu l'as fait un peu vieilli, on le vieillit légèrement. Après, c'est aussi la première fois où je le dessine avec cheveux courts, avec sa coiffure classique. Du coup, je l'avais fait... il se fait couper les cheveux dans la dernière page du tome 2. Donc voilà, ça le change aussi de ne plus avoir cette ignace. Ensuite, on a le costume classique, il est plus dans ses habits de Gaulois. Oui, après je sais pas, je dessine tellement que je sais pas si je le fais évoluer, sans doute. De toute façon, on peut pas tenir un personnage aussi longtemps sans qu'il prenne sa propre vie et son propre développement. Donc, oui, parce qu'il devra encore un peu vieillir avant d'arriver à Persépolis. Oui, pour Alice, ça va très vite. Oui. Après, je crois que la totalité de la série Alix prend place sur 10 ans. Nous, on a 6 ans de marge. Donc ça laisse une marge entre 3 et 30 albums. On va voir à quelle vitesse on fait. 3 et combien 30 3 et 30. Voilà, bon. Et dis donc, il va faire le tour du monde 3-4 fois avant d'y arriver. On se laisse de la marge. On verra comment ça gère, comment les choses avancent. Et toi, pour toi, le prochain, c'est... Le scénario est déjà fait? On a déjà une petite idée? Il y a déjà des scénarios. Au niveau du planning, il n'y a rien de défini. Pour le coup, là-dessus, il y a d'autres projets qui sont en cours de développement et qui vont sans doute déterminer du rythme que va prendre la série. Donc là-dessus, on attend les développements, on verra ce que ça donne. Après, l'idée, c'est que il n'y a plus forcément de choses à suivre. Ça va être des histoires qui se suivent les unes les autres, mais où les intrigues sont indépendantes. Donc voilà, on a moins l'impression qu'on a pu avoir entre le 1 et le 2. Et à chacun des Alix Origines, il y aura une jeune fille qui va être légèrement amoureuse de notre héros. Ah là, on a essayé d'éviter le côté Parce qu'honnêtement, chacun, il en laisse rien. Oui. Bah là, c'est plutôt Marius, pour le coup, qui noue des relations. Où là, il y a cette idée un peu de colonisateur colonisé. Où Marius est fasciné par la Corse, mais pour des raisons un peu fantasmées. Donc là, il va se retrouver face au côté concret du territoire corse. Du coup, c'est un peu entre deux en fait que la dynamique de développement de personnage va se faire entre la bergère qui tient ses positions, qui s'affirme, et Marius qui vient avec toute son idée de colonisateur romain. Voilà, et chacun va évoluer, donc c'est un peu vers ça que l'album se conclut. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, si Astérix est passé en Corse, Astérix parle de la Corse contemporaine, c'est-à-dire qu'il va utiliser des tas de clichés en le transposant dans l'Antiquité, mais de clichés modernes sur la Corse.
de l'histoire post-médiévale et post-moderne. Là, on a essayé de mettre en avant le côté stratifié. Il y a une discussion en fait où chacun parle de ses origines ou alors de l'origine de son prénom. Oui. Et ça permet de montrer que la Corse, quand on arrive à l'époque de la guerre des Gaules, elle a déjà été colonisée par des Grecs. Ensuite, elle a pris part dans les guerres puniques, donc on est au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, ce qui a conduit à la mainmise de Rome dessus pour garantir le territoire et plus avoir d'adversaires à cet endroit-là. Donc il y a déjà 3 ou 4 strates d'apport culturel. Et en fait, j'ai bossé avec un archéologue pour la partie Aléria, donc la partie romaine, et j'ai bossé avec un autre archéologue pour la partie, et on n'arrive pas à le nommer, on dit à chaque fois autochtone. Mais autochtone, par exemple, ça ne veut rien dire. Parce que ces gens-là sont là depuis très longtemps, mais ils ont déjà... ils vivent pas tout seuls, ils sont déjà en relation avec tout le bassin méditerranéen, ils ont des apports culturels qu'ils ont intégrés complètement, grecs, et j'ai oublié les autres. Il n'y avait pas les Phéniciens? Il y a eu des Phéniciens, il y a eu... Enfin, ça a été dans tous les sens en fait. Parce que même quand on dit grec, en fait, il y en a déjà plusieurs. Il y a les Carthaginois, voilà, c'est ceux qui m'échappaient. Ils ont pris parti du côté des Carthaginois, donc il y a à chaque fois des apports et des façons de faire qui vont évoluer. Donc ils sont déjà le produit d'un mélange culturel. Donc il y a ce côté affirmation sur leur peuple, leur tribu et leur île, mais tout en reconnaissant que c'est déjà un brassage et on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est aussi cette idée-là, c'est qu'ils ils sont pas apparus comme ça tout seuls, c'est le fruit de quelque chose d'autre avant. Et pourquoi je disais ça c'est que voilà, par rapport, on n'a pas essayé d'amener des clichés sur ce que peuvent être les Corses aujourd'hui, mais plutôt de montrer un aperçu de ce que ce territoire a déjà pu traverser. Et de choses difficiles, hein, parce que voilà, les guerres puniques, ça a été un peu nerveux. Et l'archéologue avec qui j'ai discuté nous a expliqué que là, par exemple, on est sur une période un peu tendue, ils habitent en haut des collines, des monts, des reliefs, au fur et à mesure de leur histoire, et on sent qu'il y a une pulsation, c'est-à-dire qu'ils descendent à flanc de colline au niveau de leur habitation, de leur mode de vie, et qui remontent quand la situation se tend. Donc on peut voir en fait les situations de tension politique selon l'endroit où ils habitent. Selon l'endroit où ils étaient, les habitations. Voilà, et à ce moment-là, par exemple, on a toute la plaine du côté d'Aléria qui a été colonisée par les Romains, où on a beaucoup d'anciens légionnaires à qui on donne des terres. Donc c'est toutes les terres les plus faciles et les plus cultivables, les plus rentables, et où ceux qui étaient là avant sont plus dans les montagnes et du coup avec une économie plus compliquée, basée sur l'élevage, le miel, mais très peu d'agriculture. Par exemple, ça m'a surpris, ils trouvent très peu de production de vin pour l'époque, très peu de production de raisins, très peu de vignes, tout ce qu'on trouve, ce sont des amphores d'importation de différents endroits du bassin méditerranéen. Donc les Corses eux-mêmes font venir du vin de l'extérieur de toute façon, par les Romains ou par d'autres. Mais voilà, pour l'époque qui nous concerne, les archéologues ne trouvent que des apports extérieurs. Ce qui est assez amusant aussi, où il n'y a pas de... c'est une économie compliquée, mais ils ne sont pas en autarcie complète, de toute façon. Écoute, on approche déjà les 20 minutes, ça n'a pas l'air comme ça. Non, je t'assure. La Corse, qui est un vaste sujet. La Corse, c'est un vaste sujet. Et donc, une dernière petite question, des projets personnels en dehors de Alix? Il y a sans doute des choses peut-être qui se feront, mais ce sera en financement participatif et on en parlera le moment venu. Ensuite, il y a aussi essayer de changer d'activité, enfin de diversifier plutôt. Et là, j'essaye de faire de plus en plus de dessins en public, d'animation, de facilitation graphique, où du coup, à l'inverse de la bande dessinée, où on dessine tout seul pendant des mois, voire des années. On a ensuite le retour du public plusieurs mois après, quand on les voit en dédicace. Animer des colloques, des conférences ou des animations, des concerts, ça permet d'avoir immédiatement le retour du public et de travailler très très vite. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en marge et qui me plaît beaucoup, mais que j'aimerais développer un peu plus. Voilà. Donc diversifier mon activité pour aussi avoir ce côté immédiat
qui peut parfois manquer sur la bande dessinée quand on est en apnée pendant longtemps sans pouvoir se nourrir en fait. Ouais. Parce c'est toujours un peu particulier sur la motivation en fait. Quand je suis sur un album et que c'est compliqué, il peut y avoir Des moments de doute, des moments de creux. de doute, de découragement aussi face à la masse de travail. Et bizarrement, quand je fais une séance de dédicace, parce que se faire mettre la pression, c'est pas très bon non plus. Donc essayer de redescendre en pression tout en étant efficace. Mais quand je me fais mettre la pression par un gamin de 8 ans qui veut la suite, Ah oui. et ben ça bizarrement ça remotive en fait. C'est le genre de pression qui moi me nourrisse. Donc voilà, et c'est en fait le fait d'avoir ce retour du public qui permet de retrouver une voilà, et donc en diversifiant et en faisant du dessin en public, c'est aussi ça que je recherche, de ne pas être en apnée tout le temps, parce que la BD c'est bien, mais voilà, il faut pouvoir apporter d'autres choses pour continuer à faire de la BD. Sinon, Eh ben, un beau programme. voilà. Et c'est très très bien. Mais écoute Laurent, tout grand merci pour ces plus de 20 minutes consacrées sur ce nouvel Alix Origine. Merci. Il est évident que vous connaissez le principe, hein. Donc le festival c'est jusqu'à dimanche, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir, il y a des conférences, il y a plein d'animations, il y a évidemment des dédicaces, il y a des découvertes, il y a des avant-premières également à l'un ou l'autre stand. Et puis pour le reste, à très bientôt pour la prochaine capsule de Derrière la palette. Bye bye. Au revoir Laurent.